va commencer avec vous, Pierre Lévy. Donc, avant de chercher, je disais, à comprendre le travail d'un architecte dans le cadre d'un projet d'habitat participatif, la question se pose vraiment, hein, j'insiste là-dessus. Après tout, un habitat participatif, on peut imaginer aussi que les habitants, et ça sera peut-être le cas dans quelques-uns des projets que l'on va présenter, on peut imaginer que les habitants se saisissent de leur logement, depuis les plans jusqu'à la construction, mais pas forcément. Ça, on va pouvoir en parler tout à l'heure. Mais pour commencer, évoquons, si vous le voulez bien, et j'ai quelques petites images à faire défiler, ce projet de village vertical, qu'on appelle également le Jardin de Jules. Ça se situe à Villeurbanne, et vous en êtes à l'origine, Pierre Lévy. Je précise que vous êtes architecte, donc, mais cofondateur de l'agence Detri Lévy, et que parmi vos réalisations, vous avez pas mal déjà d'expériences d'habitat participatif. À commencer par celui-ci, alors pourquoi est-ce que... je vous laisse nous le présenter de la façon la plus libre qui soit, mais peut-être juste quand même une question d'accroche, c'est pourquoi est-ce qu'on en parle si souvent, pourquoi est-ce que ça revient, ce projet-là, plus que d'autres? Alors, tout à l'heure, on avait parlé de la loi Chalandon, effectivement cette loi de 70 et quelques, qui a cassé effectivement tout le mouvement de l'habitat participatif, et le village vertical est effectivement l'expression de la renaissance de l'habitat participatif. Donc je pense que c'est pour cette raison qu'il a eu un tel écho auprès de la population, de la société civile. Il y a aussi un autre phénomène qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a conçu et construit le bâtiment au moment de la loi Allure. Donc en fait, il y a eu plusieurs réunions qui se sont déroulées au village vertical, dans le bâtiment construit, avec le ministre du Logement, Cécile Duflot, ministre du moment, hein. Voilà, donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le village vertical a un écho, une considération un petit peu particulière. Et alors, peut-être bien pour bien préciser ça, on va borner un petit peu historiquement tout ça. Rappelons juste les dates et les enjeux des lois Chalandon d'un côté, Allure de l'autre. Pardon, c'est une question piège, ça. Excusez-moi, oui, c'était pas du tout l'idée. Mais je sais pas, pour les étudiants en architecture, effectivement, il y a plusieurs manières de concevoir des bâtiments et de les réaliser. En France, du moins en France, c'est lié à la loi, quoi. Donc, majoritairement, les gens déjà ont des maisons individuelles, il faut le savoir, hein, c'est l'habitat préféré des Français. Et après, dans l'habitat collectif, il y a deux manières d'habiter. Soit vous êtes en copropriété, soit vous êtes en logement social. Ce n'est pas le cas dans les autres pays avoisinants. Moi, j'ai fait de la formation continue sur la qualité environnementale. On allait en Suisse, en Allemagne, en Autriche, et on a découvert l'habitat participatif dans ces pays-là, puisque dans ces pays-là, l'habitat participatif, l'habitat groupé, est une des formes d'habitat. Alors qu'en France, vous avez majoritairement, ça doit être à 98%, soit de la copropriété, soit du logement social. Voilà, les plus riches vont vers la copropriété, les plus modestes vont vers le logement social, grosso modo. Et peut-être qu'on reviendra tout à l'heure avec Pierre Servin va venir nous rejoindre. Peut-être c'est à lui que je redemanderai bien de borner sur la question des lois, etc. Ou vous vous sentez d'y aller? Non, parce que du coup, voilà, la loi Chalandon au milieu de tout ça et la loi Allure, comment elles ont fait évoluer toutes ces questions-là, mais... Oui, donc avec la loi Allure, il y a eu la possibilité de monter des copropriétés et permis d'avoir une propriété collective. C'est ça qui fait finalement la différence. Actuellement en France, majoritairement, soit vous êtes propriétaire de votre appartement, soit vous êtes locataire. Il n'y a pas de voie intermédiaire. L'habitat groupé, quand on est dans le cadre d'une coopérative, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on peut aussi avoir de l'habitat groupé dans le cadre d'une copropriété classique, mais quand il y a une coopérative, la propriété est collective. C'est-à-dire que c'est les coopérateurs qui sont propriétaires de l'ensemble de l'immeuble, voilà, et ils payent une redevance à la coopérative. Donc c'est vraiment une solution de logement qui est vraiment différente et qui est intermédiaire entre les deux et qui a cette qualité où on peut intégrer des gens qui sont plus modestes dans un groupe de gens plus aisés et qui permettent de faire un prêt. Alors moi j'ai un avantage en habitat coopératif, c'est d'être double, dans le sens où il y a un autre Pierre Lévy qui lui est un virtuose de ces montages juridiques. Moi je suis l'architecte, le virtuose des montages juridiques, c'est mon homonyme. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin sur ces thématiques-là, vraiment je vous conseille d'aller vers lui. En tout cas, là vous nous expliquez ce projet-là, on n'en est pas encore dans la loi Allure, c'est-à-dire qu'on est dans une expérimentation ici à Villeurbanne. Alors c'est
ça s'est monté, je dirais, en parallèle de la loi Allure, quoi. Mais je ne voudrais pas aller trop loin dans ce détail-là, Bien parce sûr. que bon, moi, il me semble, là, je suis entouré de 2 habitants. Voilà, le rôle de l'architecte vient après souvent des accompagnateurs. Et le rôle de l'architecte, c'est d'accompagner le groupe d'habitants vers la réalisation de son projet, voilà, vers la réalisation de l'habitat de manière physique. Et je trouve que c'est déjà d'une immense complexité, une complexité humaine, parce que bon, on se trouve face à des gens qui veulent tout comprendre, tout maîtriser, et c'est une qualité du groupe, mais ça nécessite quand même d'être très pédagogue, d'être disponible et de pouvoir partager avec eux, et aussi toute la complexité, je dirais, ordinaire de la construction d'un bâtiment. Pour les deux qui sont présentés là, c'est quand même des gros bâtiments dans des contextes urbains, donc avec beaucoup de réglementations et beaucoup de partenaires. Et donc cette complexité est déjà un travail important pour l'architecte. Mais par ailleurs, moi je trouve aussi bien que les groupes d'habitants aient leur vie propre, voilà, et que l'architecte soit un petit peu en parallèle, en accompagnateur, mais qu'on ne rentre pas trop dans la vie des habitants. Un petit peu, mais pas trop, quoi. C'est un juste équilibre, quoi. Vous allez nous raconter de ça tout à l'heure. Effectivement, on va bien un petit peu essayer de dénombrer les rôles de chacun dans ces questions-là. Et bien sûr, on ne vous a pas du tout invité pour que vous nous fassiez un point législatif sur les avancées françaises. Mais voilà, je profitais du fait que vous l'ayez cité pour faire la petite parenthèse, me disant que ça allait peut-être revenir après. Et je vous en remercie en tout cas de nous avoir, d'avoir remis un petit peu enfin voilà, de nous avoir donné un petit peu tous les éléments à connaître là-dessus. Venons-en à ce village vertical de Villeurbanne, et c'est ça surtout que vous venez nous présenter aujourd'hui. Alors, on s'était donné 5 minutes chacun pour chacun de vos 3 bâtiments, et commençons avec celui-ci. Alors, si vous voulez nous raconter, bon, c'est assez bref, 5 minutes, donc à la fois peut-être le projet dans sa genèse, j'imagine que beaucoup se passe là, mais peut-être aussi, puisqu'on a des illustrations derrière nous raconter concrètement comment il se, comment il se compose ce bâtiment, et qu'est-ce qu'on y a à l'intérieur. Alors peut-être je vais vous raconter la construction, la conception vue de l'architecte. Donc, moi j'ai une agence de 5 à 10 personnes sur Lyon. On est avec 2 thématiques, le patrimoine et l'écologie. Je porte l'écologie. Donc j'étais connu déjà sur cette thématique-là. Donc les villageois, puisqu'on les appelle comme ça, étaient venus nous voir en 2017 pour savoir si on était prêt à accompagner la conception et accompagner le groupe dans la construction de ce bâtiment-là. Voilà, j'étais aussi connu parce que j'avais accompagné d'autres groupes dans le cadre d'une association qui s'appelle OICOS. Voilà, donc finalement, c'est ce lien qui m'a permis d'être en contact avec eux, quoi. Après, eux, ils ont été confrontés à tous les groupes, comme tous les groupes lyonnais, à accéder à un foncier. Et finalement, ils ont trouvé un foncier avec l'aide de Ronson Habitat, avec Benoît Tracol, qui est un promoteur social sur la région lyonnaise. Et donc, ils ont pu obtenir un terrain sur une ZAC à Villeurbanne. Donc ensuite, dès qu'il y a eu le terrain, donc on rentre pour nous, architectes, sur une phase concrète. Et la partie la plus concrète pour nous et parfois la plus délicate, c'est l'accès à la commande. Donc il y a eu une compétition d'architectes. Voilà, et on a pu être lauréat de cette compétition en s'associant. Donc nous aussi, on a partagé, on s'est groupé avec un autre jeune cabinet, puisqu'on avait un architecte qui avait travaillé dans notre agence, qui était après fondé son cabinet, et plutôt qu'être en compétition, on avait décidé d'être ensemble. Le cabinet s'appelle l'Arborescence. Voilà, donc on a été auditionné, on a été lauréat de cette compétition, et ensuite a commencé la conception. Alors, moi, je sortais d'accompagnement de groupes qui avaient été difficiles, avec, il faut le dire, aussi des échecs. Et je savais que c'était quand même assez dur d'aboutir, surtout à cette époque-là. C'était encore très novateur. Donc on avait demandé à être accompagné d'un autre architecte pour dire que nous aussi on se groupe. Il n'y a pas que les habitants qui sont groupés, hein, nous on se groupe, qui s'appelle Michael Gies et qui avait fait le premier habitat groupé en Allemagne, le premier bâtiment passif, qui est Arbeit und Wohnen, sur la ZAC Vauban. Donc on a entamé des phases de conception, donc collaborative, avec les habitants, sur la base de journées, déjà, de journées un peu dans un local à la campagne, avec les enfants, avec les familles.
Voilà, et on avait organisé 4-5 journées de ce type-là, avec une réflexion sur l'habitat, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas, et assez rapidement, on rentrait sur le contexte du logement. Voilà. Du côté des habitants, ils sont groupés entre eux, mais aussi ils sont groupés avec ce bailleur, ce promoteur social, qui est donc une coopérative, qui est Ronson Habitat, et ils devaient partager, je dirais, un immeuble ensemble. Donc une des premières idées sur la conception du bâtiment, c'est de ne pas différencier, je dirais, la partie copropriété. Le promoteur social, c'est quand même une copropriété pour 24 logements, et la partie coopératif pour la coopérative d'habitants. Donc déjà, c'était une première idée de base, voilà, qui était partagée par tous avec Ronson Habitat. Et ensuite, on a engagé un travail. Voilà, et donc Michael Kiss nous a aussi conseillé, notamment sur le coût du bâtiment, parce qu'une des contraintes, c'était de rentrer dans le logement social, dans le prix du logement social. Donc on a essayé de faire un bâtiment qui soit assez rigoureux dans sa conception, avec une superposition des sanitaires, des choses comme ça, des pièces d'eau. Voilà, parce qu'on n'a pas du tout, on a choisi une autre stratégie pour le bâtiment, un autre habitat groupé qui s'appelle le groupe du 4 mars sur Lyon. Voilà, donc une fois, je dirais, la trame construite, un petit peu, l'image faite, il y avait un premier dessin de conception que vous avez vu au début. Ensuite, on a eu des réunions de travail avec chaque famille pour personnaliser les appartements, mais avec une personnalisation assez faible, compte tenu de l'idée qui était portée par les villageois d'avoir des logements qui étaient qu'on pouvait intervertir, et notamment que les logements puissent passer sur du logement social. Il y avait une complexité, c'est qu'en fait, il y avait une complexité de financement. La coopérative peinait pour trouver son financement. Elle a pu avoir des prêts sur 50 ans, mais il a fallu avoir une garantie de la métropole et de la ville de Villeurbanne, et ces garanties ont mis très longtemps à venir. Et entre-temps, le promoteur social, Ronson Habitat, s'est engagé à reprendre les appartements si jamais ça n'allait pas au bout. C'était une des conditions pour pouvoir réaliser. Là, on a compris voilà, le point de départ, et on va pouvoir présenter ensuite le bâtiment lui-même. Peut-être juste entre les deux, pour être sûr de bien comprendre, qu'est-ce qui justifiait l'association avec le bailleur social? Ça faisait partie vraiment du projet de l'habitat participatif, ou alors est-ce que c'est une question de financement aussi, où en s'associant, on va plus facilement pouvoir trouver le terrain et faire la suite? Alors, je ne sais pas s'il y a des particuliers qui ont déjà construit des maisons chez eux, des maisons pour eux. S'il y en a dans la salle, ils peuvent certainement témoigner que c'est difficile. Donc, vous vous associez à plusieurs pour trouver une maison et trouver un financement sur Lyon. C'est pratiquement impossible. Alors, moi, j'ai cherché à avoir un habitat participatif, encore avant le village vertical, donc c'était très en amont. Je n'y suis pas arrivé. J'ai juste réussi à avoir un bateau partagé, mais un habitat, je n'y suis pas arrivé. L'accès au terrain est extrêmement difficile. Donc la réponse à la question, c'est l'accès au terrain. Globalement, aucun élu n'aurait donné un terrain à un groupe d'habitants. Voilà, donc ce qui a permis au groupe d'habitants d'avoir un terrain, c'est l'association avec le promoteur social, c'est la non-spéculation, c'est la propriété collective. Voilà, c'est vraiment ces trois choses qui ont permis d'avoir un bâtiment. Et bon, je pense que mes on va dire comme ça, pourront témoigner. Je crois qu'il y a de la promotion directe, de la complexité de construire un immeuble. Là, il s'agit quand même d'un gros immeuble, 38 logements en contexte urbain. Le promoteur social a aussi beaucoup aidé à la construction du bâtiment. Alors après, on peut évoquer la deuxième phase, parce qu'elle est aussi intéressante. Après, on a fait un travail de conception, je dirais, technique avec les habitants, toujours très présent. Et avec le promoteur social, il avait un directeur technique qui connaissait parfaitement la construction, et on avait un groupe d'habitants qui ne connaissait rien à la construction et qui était très volontaire au point de vue écologique. Et de l'autre côté, on avait un directeur technique qui ne connaissait rien à l'écologie et qui était très attentif à la dépense. Voilà, donc on avait des réunions qui étaient animées, voilà, on va le dire comme ça. Mais finalement, chacun a fait un chemin vers l'autre, et ça a permis aussi d'expliquer, d'essayer de comprendre quels étaient les éléments favorables à tel choix ou défavorables à tel autre choix. Donc
en termes de démocratie participative, voilà, pour les habitants, ils ont vraiment pu comprendre comment fonctionnait la genèse du projet dans l'architecture, avec les règlements d'urbanisme, des choses qu'ils auraient souhaité. Ils auraient préféré mettre le bâtiment à l'arrière de la parcelle pour mettre le jardin devant, mais bon, pas possible pour des raisons de règles d'urbanisme. Enfin, toutes ces choses-là ont permis aux habitants de comprendre comment se construisait leur bâtiment, quelle était la genèse du bâtiment. Voilà. Pour le promoteur social, ça lui a permis d'aller vers une ouverture vers un autre monde, lui, vers le monde notamment de l'écologie. Et effectivement, pour nous, en tant qu'architectes, c'est effectivement très, très enrichissant parce qu'on a en direct les futurs habitants, quoi. Un mot pour terminer, peut-être sur les espaces en eux-mêmes. Voilà, on voit quelques photos de bâtiments. D'ailleurs, s'il y en a une en particulier sur laquelle je dois m'arrêter pour bien les présenter. Mais voilà, racontez-nous comment on vit au sein du village vertical. Alors, je trouve que les espaces partagés, on retrouve un petit peu les mêmes espaces dans les différents habitats. On a une buanderie, voilà, qui est assez classique. Alors, il y a des discussions sur la position de la buanderie. Là, elle a été mise en position centrale. Je trouve que ça marche bien. C'est une position qui est bien adaptée. Ça fait un peu une place tournante. On a une salle commune, aussi classique. Il y a aussi une discussion sur la salle commune. Je ne sais pas si on la voit ici. Elle est en bas. Elle est ici, là, sur la partie basse. On la voit aussi à droite. Voilà, discussion sur la position de la salle commune. Dans le bâtiment, on a un risque de bruit, voilà, c'est un peu une difficulté, mais à l'extérieur aussi. À l'extérieur, ça permet parfois de faire l'autoconstruction, ça permet une ouverture sur l'autoconstruction. Au milieu urbain, l'autoconstruction, pas facile, responsabilité décennale. Vous voulez dire juste la salle commune, on peut la faire voilà. ailleurs, enfin, quand on la fait à l'extérieur, il y a possibilité d'avoir un bâtiment qui est un peu autoconstruit, alors qu'un immeuble autoconstruit en centre urbain, c'est quand même plus difficile. Voilà, et ensuite sur la particularité peut-être des espaces communs, donc les villageois avaient fait le choix de ne pas avoir de baignoire dans leurs appartements. Donc il n'y a qu'une seule baignoire dans le village vertical. Elle est dans une chambre en partie basse du bâtiment. Voilà. Qui est une chambre partagée ? Il y a une chambre partagée avec baignoire et 3 chambres partagées sans baignoire. Voilà, il y a un jardin partagé. Et après, il y a effectivement des espaces, je dirais, plus informels, mais qui sont aussi souvent très productifs, voilà, très bienveillants. Et notamment, on voit sur la photo du bas 2 failles. Dans le petit dessin que vous avez vu au début, il y a 3 groupes de bâtiments et 2 failles. Et en fait, la faille du côté du village vertical a été un peu augmentée de manière très généreuse. Et ça fait un espace partagé pour 2 ou 3 appartements qui donnent sur cette faille-là. Ces petits espaces marchent très bien. Voilà, ils marchent très bien. Il y a par ailleurs un jardin partagé qui est assez modeste, vu la taille du terrain. Donc on voit là les failles et à droite, il y avait déjà des petits dessins de personnages qui montraient que c'était ici qu'on pouvait vivre. Et après, il y a aussi des espaces non voulus, des espaces un peu résiduels, donc un petit peu comme dans le bâtiment de Le Corbusier à Rézé. Notamment, on avait une sorte de résidu, enfin une sorte de, c'est pas un joli terme, mais on souhaitait une grande toiture photovoltaïque, donc une grande toiture, et en fait on était au maximum de la surface autorisée constructible, donc un des 3 volumes de toiture photovoltaïque n'est pas construit dessous. Donc c'est un volume sans affectation. Et finalement, il a été approprié. Les villageois se sont appropriés. Et il y a du séchage de linge. Et ça fait un volume assez beau qu'on voit sur une des photos qui est en haut avec du bardage ajouré. Je crois qu'on le voit sur une des photos. C'est passé là. Alors, attendez, c'est... Je crois que c'est plutôt en fin de présentation. Voilà, la photo qui est en haut à droite. Donc finalement, on a un séchoir qui n'était pas dans le programme, mais qui s'est installé ici, dans un espace non affecté. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être on peut vous applaudir pour la présentation et on va passer